Si on est en télétravail, qui va nous dire viens déjeuner, ou dis donc tu as l'air fatigué, ou tu veux pas un peu lâcher ton ordi et venir prendre un café avec moi? Alors voilà les tabourets. Ça c'est le plan de travail. Au niveau de la cuisine, ça ce sont les tacs. Là, il y a l'évier, etc. Les parties ici sont les fenêtres. Et en fait, là où je travaille principalement, c'est ici, dans la cuisine. Donc voilà, et donc comme ça, quand je rentre chez moi, on circule soit dans le salon par là, soit par là vers la cuisine. Et ça compose l'espace de vie. Après, cette partie-là, ce sont chambre 1, chambre 2, avec leur salle de douche. Mais ça, on s'en fout. Et la toilette qui est ici. Voilà. Et donc vous travaillez sur le meuble de la cuisine. Oui, qui est une table haute en fait, sur des tabourets hauts, ce qui est idéal pour le dos, etc. Donc effectivement, c'est pas toujours conseillé. Et de temps en temps, pour varier les plaisirs, je m'installe aussi dans le canapé pour justement pouvoir changer un peu de position. Vous avez des enfants? Oui, un petit qui a eu 1 an hier. Ok. Et donc qui est né juste avant le confinement et toute cette période de télétravail, notamment intense. Mais heureusement, lui, il est à la crèche. Et ma compagne étant instite, elle continue à aller travailler comme d'habitude. Ce qui fait qu'en fait, l'espace ici m'est réservé et en journée, je suis tout à fait libre de travailler comme je le souhaite, quoi. Tout cet espace représente un petit 80 mètres carrés. Alors, c'est pas à se plaindre, mais c'est toujours plus compliqué quand on est à deux. Quand on est seul, forcément, c'est plus confortable, quoi. Le mot télétravail s'est vraiment imposé, on va dire, dans les années 70. Mais par contre, la réalité du travail à domicile, le travail qui s'effectue à domicile, est une réalité très, très ancienne. Elle a d'ailleurs été dominante pendant très longtemps. C'est plutôt la séparation du travail du domicile qui est presque on va dire une parenthèse historique dans lequel nous trouvons encore et qui pourrait nous laisser croire qu'en réalité ça a toujours été la norme. Je suis de l'ancienne génération. Pour moi, travailler, c'était quitter sa maison où on ne travaillait pas professionnellement, se rendre sur son lieu de travail proche ou distant. On commençait le travail, on y restait le temps qu'il fallait, et quand on quittait le soir, on ne ramenait pas de travail. C'est comme ça et on compartimentait sans doute beaucoup plus les choses. Et la vie privée était la vie privée. Quand je télétravaille, je range tout le haut. Bon, après, ça va vite, mais quand même, un quart d'heure, je le fais d'office. Parce que sinon, je suis de mauvaise humeur.
Et donc ça, c'est quelque chose. Et pourquoi je télétravaille pas en bas? Parce que c'est beaucoup plus sombre dans ma chambre. Il y a un bureau, hein, mais il est rempli de choses diverses. C'est plus sombre. Et aussi, je serais trop vite dans la chambre des enfants parce que notre chambre est celle à côté de celle des enfants et de la salle de bain. Et j'ai pas envie de devoir multiplier mon temps de rangement. Il y a tout un tas de tâches que je fais maintenant la journée, que je n'ai pas à faire le soir. Et tant mieux, puisque par exemple, pour parler de quelque chose de très concret, la lessive, la machine à laver, elle est dans la cuisine. Elle fait du bruit. Donc je suis très contente de le faire la journée, pas le soir. Toutes ces tâches-là, en fait, du coup, le soir, je peux me consacrer je peux passer du temps avec ma famille sans me dire qu'il faut que je vide le lave-vaisselle ou que j'étende une machine ou même j'aille faire les courses en sortant du bureau, que je me dépêche. Ça, je peux le faire à midi. Enfin, voilà. Les premières études sur le télétravail vont rapidement en économie faire le bilan environnemental du développement du télétravail. Donc ça fait partie, je dirais, des mythes quelque part qui ont prévalu au lancement du télétravail. C'est l'impact en termes de développement technologique et c'est l'impact au niveau environnemental en se disant avec le télétravail on va éviter des déplacements, on va éviter de la pollution et donc des coûts en infrastructures publiques, on va pouvoir réinvestir dans du recyclage, etc. Et donc c'est vraiment ce qui se développe à la fin des années 1970. Et puis dans les années 1980 ça marche pas trop. Et c'est finalement la Commission européenne, c'est finalement des stratégies d'emploi et de développement économique, hein, et notamment au niveau européen, au début des années 1990, qui vont remettre le télétravail à l'agenda en disant, mais au fond, si le télétravail se développe, ça nécessite que les technologies de l'information et de la communication se développent aussi. Et ça, c'est vraiment bon pour l'économie européenne qui est à ce moment-là placée sous, je dirais, le joug du développement des technologies de l'information et de la communication. Et là, ça prend. Quand je travaillais là, évidemment, on avait du mouvement de la grande dans sa chambre, dans la salle de bain. Les enfants qui vont dans leur pièce de jeu. Enfin voilà, tu vois, ça allait dans tous les sens, mais vraiment. C'était un peu la foire. Du coup, je suis passée, pendant le confinement toujours, donc du coup, je suis passée au salon parce que j'avais le souvenir que ça se passait bien, mais là, idem. C'était du mouvement tout le temps parce qu'ici, c'est la cuisine. Du coup, ça descend les escaliers, ça rentre dans le salon, ça allume la télé, ça va, quand je suis pas sur l'ordi ici, ça va sur l'ordi là, ça s'assied pour déjeuner, pour dîner, donc bref, on cuisine, bref, enfin, voilà, tu vois le genre de mouvement qu'il peut y avoir. Et en fait, la solution que j'ai trouvée, c'est de m'installer ici, parce que du coup, je suis isolée, tu vois. Et donc du coup, les lieux de vie ici, ils sont entièrement à eux, ils occupent l'étage au-dessus s'ils ont envie, et puis ils savent où je suis, donc ils peuvent venir me voir, tu vois, si vraiment ils ont envie. Donc je suis là. C'est vrai qu'en Belgique, dans la législation qui est la nôtre, c'est une modalité d'organisation du travail que l'employeur peut donner à ses salariés. Ce n'est pas un droit comme dans d'autres pays, mais ça a souvent été perçu par les travailleurs comme une opportunité
une chance, un signe de confiance qui est donné par le manager, par le responsable de l'équipe, comme un signe de confiance. Finalement, je peux travailler chez moi un jour par semaine. Et c'est vrai que les études montrent que la raison pour laquelle on choisit de télétravailler, eh bien, c'est d'abord pour la qualité de vie au travail, c'est-à-dire finalement me sentir dans un environnement plus propice à certaines activités. Et donc ça veut dire qu'au bureau, je ne trouve plus tout à fait un espace qui me permet de bien faire mon travail, j'ai besoin de m'isoler. Et puis une question de qualité de vie tout simplement. Éviter les transports, éviter des trajets qui me semblent un peu inutiles, et bien sûr concilier vie professionnelle, vie privée. Alors, on peut dire que ici, ça c'est notre chambre, on peut dire. Ça c'est la table que je viens d'expliquer. Et ici, on a les salles à manger, la cuisine. Ok. Ici, c'est le salon, qu'on a un canapé-lit. Et en cette partie-là, nous avons vraiment un bureau. Donc, il y a une table. Ici, c'est bibliothèque. Ça, c'est ma bibliothèque. Ça, c'est la bibliothèque de mon mari. Et donc, lui, il travaille ici, dans ce côté-là. Et moi, je travaille dans ce côté-là. Donc, c'est une grande table, on peut dire. Donc, chacun il a son ordinateur. Et voilà. Donc, avant le confinement, voilà, c'était très ponctuel. C'est pour faire des petits rapports en soirée ou le week-end. Mais maintenant, ça est devenu un espace qu'on partage une grosse partie de la journée. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai décidé, en tout cas, certains jours de la semaine, c'est soit pour faire réunion ou consultation, de prendre un ordinateur et venir ici pour... Dans votre chambre. Dans notre chambre, parce que lui aussi, elle fait des réunions virtuelles beaucoup. Donc, on doit aménager l'appartement de certaine manière pour qu'on puisse tous les deux travailler la semaine. Et vous avez des enfants? Oui. De quel âge? 8 ans. Et ils sont où alors quand... Alors, elle est ici. Une fille, vous avez une fille? Oui, ici c'est la salle de bain et ça c'est la chambre d'elle. Elle est très chouette. Quand j'ai dit je fais une consultation et je fais un appel de travail, elle fait silence. Mais sinon, elle papote. Elle a un petit bureau ici à elle. Donc, elle passe beaucoup de temps en train de dessiner. Donc aussi, on a vraiment tout un espace de travail. Oui, donc le travail occupe quand même réellement tout l'espace, quoi. Oui, beaucoup d'espace. Oui, tout à fait. Mi-octobre, j'étais plutôt content d'être en télétravail parce que j'avais l'occasion d'être chez moi le matin, de prendre le temps pour mon petit déjeuner, de me lever un peu plus tard. Et finalement, si je voulais prendre un thé chez moi, si je voulais prendre une petite pause de 5 minutes, c'était plus simple à faire que si on était au bureau. Et puis finalement, je me suis rendu compte que j'étais très seul chez moi, dans mon bureau. Et ça, c'était du coup plus difficile. Parce que quand on était au bureau avant, on était donc, au CEMOM, il faut savoir qu'on a une 50aine d'animateurs. Et donc du coup, il y a très vite l'occasion de parler de sa pratique professionnelle avec d'autres collègues. Et ça permet de développer notre imagination et de nous faire rêver nous-mêmes en tant qu'animateurs et de se dire on va faire une animation de dingue pour les enfants et on la réfléchit avec 10 animateurs et le résultat est dingue. Et maintenant, en télétravail, on n'a pas du tout ces moments-là. Moi, j'arrive au bureau une fois par semaine et encore, ça dépend. Et j'ai moins d'une heure pour échanger avec mes collègues par rapport à ma pratique professionnelle, c'est-à-dire quasi rien. Et donc... une grosse perte d'imagination, je pense, ou de rêve, en tout cas, lié à mon travail actuellement.
j'entends tout à fait que beaucoup de télétravailleurs trouvent un certain nombre d'atouts au télétravail. Encore une fois, l'idée du bien-être, l'idée peut-être d'être un petit peu plus loin de ses managers et de pouvoir travailler de façon plus autonome. La flexibilité aussi dans ses temps de vie, c'est-à-dire que quand on télétravaille, on peut à la fois organiser son temps de manière à pouvoir aller s'occuper de ses enfants, aller les chercher à l'école, pourquoi pas faire une lessive entre 2 visioconf, etc. Tout ça, je l'entends très bien. Mais je pense important de prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça et d'essayer d'observer les choses d'abord en les observant tout simplement sur le long terme. Maintenant, on a suffisamment de recul pour voir aussi ce qui peut se passer et aussi, encore une fois, en intégrant la dimension sociétale. Donc, il y a plusieurs questions qui peuvent se poser. La première, pour moi, c'est la question du lien social. C'est que le travail n'est pas simplement une façon de gagner sa vie. Le travail est d'abord le lieu où l'on tisse des liens sociaux, où l'on noue des liens avec des gens, où l'on collabore avec des collègues et où on accomplit, on participe à un accomplissement collectif. Donc cette dimension-là, comment peut-elle être maintenue en télétravail ? C'est une première question, en tout cas. Je pense effectivement qu'il faut garder le meilleur des deux mondes à la suite de cette situation, de la situation qu'on connaît. Les gros avantages du télétravail, c'est effectivement moins de stress, moins de déplacements. On organise son temps, on peut l'organiser, on est plus libre de l'organiser différemment en fait. Aussi, on peut, je pense que tout le monde le fait aussi, faire tourner sa machine pendant les réunions, sa machine de linge, et donc on peut gagner du temps aussi comme ça, ou lancer un plat à mijoter le midi en fait pour le soir. Donc il y a quand même des avantages. Les inconvénients, c'est vraiment au niveau des relations humaines. Et quand ça se passe bien en visioconférence, quand c'est des choses qui ne sont pas trop lourdes, qui sont plutôt légères, finalement ça se passe assez bien. Mais c'est vrai que quand on aborde des tensions, ou qu'il y a des choses plus compliquées à discuter ou plus complexes, là le présentiel manque vraiment. Donc je pense que ce que je ferai après, c'est d'adapter en fonction justement au cas par cas, en fonction de mes journées, de ce que j'ai de prévu, des réunions, si c'est des choses qui sont légères ou qui sont plus tendues, et donc de jouer là-dessus pour trouver un équilibre. Cette situation que nous connaissons est intéressante parce qu'elle nous a précipités d'une certaine manière dans cette nouvelle configuration du travail qui a atomisé, comme vous le dites, l'organisation des personnes et du travail, et qui met en exergue la difficulté, justement, de ne plus se trouver dans ce qui est indispensable et que nous sommes beaucoup à appeler le nécessaire collectif de travail. Je crois on vit une période qui met réellement en exergue l'intérêt des collectifs de travail et qui devrait nous enseigner beaucoup de choses sur la nécessité d'inventer de nouvelles modalités de faire vivre ces collectifs de travail qui ne sont pas du tout incompatibles avec le fait que l'on puisse faire perdurer une organisation du télétravail. Dans l'organisation du travail, si on est sur place en présentiel, ça n'a que peu de sens finalement d'aller s'isoler dans un bureau pour travailler, sauf si ça dépend du contexte familial. Mais si c'est pour faire et travailler de la même façon que quand on est chez soi, je trouve que ça perd un peu de son sens. Donc en profiter justement pour avoir de l'informel, pour avoir du formel, travailler le côté création, pouvoir échanger ses idées, etc. Oui, je crois que c'est vraiment à encourager. Et ça donne une toute autre valeur. On se rend compte de la chance qu'on a aussi de pouvoir interagir avec ses collègues. Et je crois qu'effectivement, la question du télétravail, ça interroge sur justement le sens d'aller travailler dans des bureaux. Depuis 20-30 ans, on a régulé la distance. Et donc, depuis 20-30 ans, dans les équipes de travail, au fur et à mesure qu'un travailleur demandait à pouvoir télétravailler un jour, que les jours étaient différents, les équipes se sont quelque part un petit peu délitées dans leur dimension collective, c'est-à-dire dans ce qu'on partage au quotidien tous ensemble. Ce qui fait une organisation, ce qui fait l'entreprise,
c'est le collectif de travail. C'est cette capacité d'apprendre, d'innover, qui vient du fait qu'on est ensemble et qu'on est en proximité. Vous voyez, toutes les études en sciences de gestion et sciences des organisations montrent que la capacité d'innovation, de créer, de trouver des solutions dans un collectif de travail est liée à des interactions en proximité. Et donc, l'enjeu demain, c'est de réguler la présence. C'est de se dire, on peut faire plus de télétravail demain. Hein, je pense que c'est une phase d'une pièce. On peut faire plus de télétravail, mais en fait, on pourrait aussi, c'est l'autre face, être mieux ensemble. Et ça veut dire, à un moment donné, réaffirmer qu'une organisation, c'est un collectif de travail, et c'est un collectif qui fonctionne en proximité, en présence. Ce qui va se passer dans beaucoup d'entreprises, et que ce soit en France, en Belgique ou dans les autres pays d'Europe, c'est qu'on va avoir du télétravail structurel. On va devoir poser un cadre et on va devoir trouver les règles à respecter, mais aussi de pouvoir définir qui, pourquoi, comment pourra-t-on faire du télétravail. Il y a quelle quantité Mais dans votre entreprise? Dans mon entreprise, oui, à mon avis, je m'y attends. Oui, c'est clairement, ce sera sur la table. Je crois qu'au niveau du groupe, on en parle déjà. Ce que le télétravail risque d'accentuer, parce que c'est déjà une tendance là aussi ancienne, c'est la disparition des collectifs de travail, l'affaiblissement des syndicats, qui sont déjà pas en très grande forme, et effectivement la perte même de la culture de la solidarité entre les travailleurs, la perte de la culture des luttes. Vous savez, la culture des luttes, ça se transmet de génération en génération, hein, à l'usine, au bureau, etc. On va raconter la grève de 95, la grève... Et donc c'est des histoires qui se transmettent comme ça. Évidemment, en télétravail, on n'a plus ce type de discussion à la machine à café ou en bas de la tour en fumant sa cigarette. Donc toute cette dimension-là, effectivement, la dimension de solidarité, la dimension de lutte, la dimension d'action collective, mais même sans que ce soit forcément d'ailleurs dans la contestation frontale, la dimension critique tout simplement liée au travail qui est pour moi essentielle, y compris pour bien le faire. Je veux dire, avoir du recul, contester les modalités dans lesquelles on doit le faire, contester pourquoi pas ses finalités. Et alors, si c'est pas aujourd'hui qu'on conteste la finalité du travail, alors qu'on sait que notre modèle productiviste nous mène à une crise écologique sans précédent, quand est-ce qu'on peut le faire? Donc, je trouve que ça tombe effectivement, cette atomisation renforcée par le télétravail tombe à un mauvais moment, puisque c'est justement aujourd'hui qu'on a besoin d'une concertation collective des travailleurs pour reprendre en main leur travail et ses finalités. Depuis un an, je télétravaille chez moi. Alors, pour vous dire où je télétravaille, je vous fais un dessin du rez-de-chaussée de ma maison. Voilà, c'est la suite de... C'est ma maison avec ici un jardin. Puis, je vais mettre une frontière bleue entre ma vie professionnelle et ma vie privée. Et finalement, il n'y a pas beaucoup de distance, puisque dès que j'arrête, je passe dans mon salon, ma salle à manger ou ma cuisine et il n'y a pas d'écart entre la vie professionnelle et ma vie privée. Donc j'aime beaucoup sortir, j'aime beaucoup partir, parce qu'il y a un côté assez monotone. Je travaille assez tard le soir, et puis directement que c'est fini, je ne décompresse pas, je me retrouve dans mon environnement privé, avec finalement peu d'occasions. Enfin, les journées se ressemblent, sont assez monotones, parce qu'il y a peu
de sorties possibles. À midi, vous faites quoi? Vous allez manger dans votre cuisine? Alors, ça dépend ce qu'il y a chez moi. Donc, je vis avec... j'ai 3 grands enfants qui, à certains moments, télétravaillent également. Hein, soit ils sont en formation, soit ils travaillent professionnellement. Quand ils sont là, il faut effectivement que j'aille faire à manger. Donc, ça change un petit peu les horaires habituels, puisque généralement, quand je suis au bureau, je m'occupe de manger rapidement et on fait éventuellement à manger au soir. Tandis qu'ici, on a plutôt décidé de faire à manger à midi. Et donc, il y a un temps de repas à préparer. Enfin, je sais qu'on prépare un peu la veille, mais il y a également un temps de repas qui se fait là. Tout ça un peu dans une continuité. Ce qui est un peu difficile, c'est justement ce peu d'étanchéité qu'il y a entre la partie privée et la partie professionnelle. Tout se mêle très vite, il n'y a pas de coupure. En général, le télétravail est mis en place pour réduire les coûts d'espace, d'infrastructure. Et donc, c'est dans une politique de réduction des coûts qu'on pense à mettre en place le télétravail. J'ai observé des organisations qui mettaient en place le télétravail dans le cadre d'une politique de bien-être au travail. Et donc, c'était un élément parmi d'autres qui contribuait à effectivement jouer sur le bien-être par l'équilibre privé-professionnel et ce genre de choses-là. J'ai observé des organisations qui mettaient en place le télétravail dans le cadre d'une politique de mobilité, avec une sensibilité orientée transition écologique, par exemple. Donc, ce que je veux dire, c'est que le télétravail, c'est un élément d'une politique plus large. Et quand dans une entreprise, j'ai une politique, par exemple, qui touche au bien-être et au développement du bien-être au travail, je peux, pour les fonctions qui le permettent, développer du télétravail, mais pour des fonctions qui ne le permettent pas, développer d'autres outils. Et donc, sur une ligne de production, on va jouer sur des dimensions ergonomiques, on va ajuster le poste de production, etc. Et pour celles et ceux qui travaillent dans des bureaux, on peut proposer le télétravail. Et donc, quand on regarde ça globalement, il y a une équité, si on pense bien le télétravail comme une composante d'une politique d'organisation. Et la question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est pas développer plus ou moins de télétravail, c'est quel est le projet de l'organisation pour ces travailleurs et ces travailleuses? Qu'est-ce que l'on veut comme type d'organisation du travail et pourquoi faire? Je suis contente de ne pas avoir commencé en télétravail, notamment sur... moi, je m'occupe de certaines catégories d'achats qui sont liées au bâtiment et donc je suis contente d'avoir visité les locaux. Et comme ça, je sais à quoi ressemble une usine. Et donc, ça, j'aurais jamais pu le savoir en étant chez moi. Par définition, quand on télétravaille, on travaille de chez soi et il existe une inégalité entre les travailleurs, une inégalité patrimoniale pour ceux qui possèdent leur domicile ou même une inégalité liée à l'espace de vie. Selon que l'on gagne plus ou moins bien sa vie, on a un espace plus grand, plus de mètres carrés pour respirer, pourquoi pas une maison, un jardin, etc. Et on voit bien que télétravailler dans un cadre confortable ou dans un cadre qui l'est moins, déjà, ça change tout. Deuxième type d'inégalité, les inégalités sexuelles. Que quand on est une femme et qu'on télétravaille, on l'a vu, il y a plusieurs études qui sont sorties au cours des différents confinements, même... une fois le premier confinement passé, qui était un confinement une façon de télétravailler très particulière, parce que les enfants étaient à la maison, et on espère que si le télétravail se pérennise, ça ne se reproduira pas. Néanmoins, les femmes aujourd'hui ont une sorte de charge mentale plus importante que les hommes à la maison, et elles cumulent télétravail et travail domestique, si vous voulez. Et puis pour moi, la plus grande inégalité, qui commence aussi à être abordée un petit peu, c'est celle entre les générations. C'est qu'aujourd'hui, quand on est un jeune et qu'on démarre dans la vie active, forcément, on a tout à apprendre. Et normalement, quand on va au bureau ou à l'usine, à l'atelier, eh bien, c'est sur place qu'on apprend avec des collègues plus âgés qui nous donnent des coups de main, qui nous expliquent. Ça se fait beaucoup, d'ailleurs, dans des relations informelles. C'est pas forcément son supérieur hiérarchique qui nous apprend le métier, mais ça peut être les collègues autour de nous. Eh bien, que se passe-t-il quand on est en télétravail? On va nous donner une tâche dont on ne peut pas discuter la finalité et sur laquelle, finalement, on n'a qu'à se débrouiller pour trouver les moyens de la réaliser. Donc c'est très pauvre déjà. Et comment voulez-vous progresser, être repéré, bâtir une carrière à partir de ça? C'est vraiment problématique. Donc pour moi, ce point-là est peut-être le plus important. Mais en tout cas, si on devait résumer sur ce sujet des inégalités, le danger, c'est que finalement, le télétravail reproduise les inégalités sociales qui existent déjà dans la société
dans les conditions de travail. Donc c'est une sorte de double peine, si vous voulez, alors que jusqu'à présent, d'ailleurs, toutes les évolutions du droit du travail avaient été faites justement pour atténuer ces inégalités-là. Quand on était dans les bureaux, on pouvait parler, on pouvait prendre une petite pause café facilement en allant sur la terrasse, et on peut continuer à parler d'animation finalement autour d'un café et de rêver une animation sans pour autant avoir de preuves écrites. On ne nous demandait jamais ce qu'on faisait de nos heures, on ne nous demandait jamais de quoi on avait parlé avec un tel ou quoi, et là maintenant on nous demande tout ce qu'on fait heure par heure presque de ce qu'on a produit. Et si on ne justifie pas bien nos heures, on ne compte pas nos heures de travail. On sait très bien que le télétravail s'est accompagné de la multiplication de logiciels de contrôle qui sont intégrés notamment à tous les logiciels de visioconférence. Mais il n'y a pas que ça. Dans les nouvelles organisations de management qui ont pu se mettre en œuvre, il y a par exemple l'idée qu'on va faire un point café le matin avec l'ensemble des salariés, au prétexte que c'est pour renforcer le team building, faire en sorte que voilà, chacun ait pu se dire bonjour le matin et que ça favorise la convivialité. Mais derrière, il y a aussi l'idée qu'on va surveiller que les travailleurs sont bien devant leur poste à 9h du matin, comme il se doit. Donc, il y a quelque chose de très ambigu, en fait, une sorte d'articulation entre la confiance et le surcontrôle qui dépend un petit peu, qui est assez arbitraire, qui dépend aussi un petit peu du manager qu'on a et qui n'est pas aujourd'hui suffisamment, à mon avis, encadré et réglementé pour être certain qu'on ne tombe pas dans un surcontrôle comme ça peut arriver dans certains cas. J'avoue que quand je parle du télétravail avec d'autres qui travaillent autour de moi, il y a des personnes qui travaillent dans le privé, dans les banques, les assurances, ce genre de choses. Et en fait, je me dis que finalement, ça se passe très très bien chez nous. On s'est vite adapté, des outils se sont mis en place et on n'a pas cette pression. Je veux dire, ma nièce qui travaille dans les assurances, elle a un contrôle sur PC. Donc on voit quand elle est en lien ou pas. On vérifie ses heures de temps en temps pour voir si elle est disponible, accessible, enfin, si elle est sur son ordinateur pendant les heures de bureau. Donc c'est un contrôle qui est quand même assez lourd. Et j'aurais vraiment très difficile à le vivre si c'était le cas chez nous. Chez nous, c'est pas le cas. Vraiment, et je pense qu'il y a une relation de confiance par rapport entre la hiérarchie et les personnes qui travaillent à ce niveau-là, ce qui fait que ça fonctionne aussi, probablement. Ce qui dit orientation résultat ne veut pas forcément dire qu'on est là à contrôler tout le chemin pour arriver au résultat. C'est plutôt... Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est justement encouragé par le télétravail, c'est que ça implique une posture managériale différente, où on se retrouve à expliquer effectivement un peu le cap et la destination vers laquelle le cap et le résultat final qu'on veut atteindre, et peut-être moins, du coup, toutes les différentes étapes pour y arriver. Et donc, en fait, ça a pour impact, je crois, quand même responsabiliser ou d'autonomiser davantage
Ce qui, je pense, est plutôt une bonne pratique. Pour avoir connu moi-même des managers qui étaient très très forts dans le contrôle, justement, je crois que c'est beaucoup plus dur à appliquer quand on est en télétravail. Et ce n'est pour moi pas la bonne direction et que ce n'est pas souhaitable. Donc le fait qu'il y ait plus de liberté et qu'on clarifie l'autonomie et la responsabilité dans le travail, ça fonctionne mieux. C'est l'espace où je vais jamais. C'est la no-go zone, mais c'est la meilleure zone. C'est-à-dire le salon, où il y a plein de lumière, et où il fait super bon, mais malheureusement, travailler là-dedans, ça veut dire travailler dans mon espace privé, et j'aime pas ça. Donc ouais, ça c'est vraiment l'espace de travail ici, le bureau. Même quand je rentre chez moi quand je rentre chez moi après le boulot, genre, le bureau signifie travail. Mon cadre de vie en télétravail, disons... c'est bizarre. C'est ça. Voilà. Ça, c'est ma vie. Et souvent, c'est vrai que j'ai oublié de dire, il y a une pile de verre qui commence à s'entasser ici, et quelques assiettes. Parce que, voilà, il faut manger devant l'écran. Mais donc vous passez beaucoup de temps devant votre bureau? Ah, je passe beaucoup de temps devant mon bureau, beaucoup plus depuis le télétravail. C'est quelque chose que je mettais de côté avant, parce que j'aime bien être dehors, et j'aime bien passer du temps avec les gens. Et depuis le télétravail, je me rends compte qu'effectivement, je me renferme beaucoup dans mon bureau. Parce que, faut dire, j'ai un attrait pour les jeux vidéo, et qui est revenu depuis le télétravail, parce que je suis plus souvent sur mon ordinateur. Et du coup, c'est quelque chose que j'essaye de plus en plus de mettre de côté, que j'ai réussi à mettre de côté avant le télétravail, mais qui est revenu parce que je vais plus souvent sur mon ordinateur. J'ai commencé, je pense, hier. Hier, j'ai commencé à aller dans mon salon parce qu'il y avait du soleil. Mais sinon... faut dire que ouais, j'ai des problèmes d'isolation. Et dans mon bureau particulièrement, il fait très très froid. Ah oui. Donc vous travaillez dans une pièce où il y a peu de lumière, froide. C'est ça. Ah oui, du coup, effectivement, j'ai oublié d'ajouter, mais comme il fait froid, je me suis installé un petit chauffage électrique ici. Mmh. Hop, un petit chauffage ici, qui fait de la chaleur. Ouais. Mais donc il y a quand même une volonté affirmée de scinder l'espace professionnel de l'espace privé. Ah, très clairement, ça c'est quelque chose que déjà avant, je ne voulais pas travailler chez moi. C'est quelque chose que je ne faisais pas avant, du coup, l'obligation d'être en télétravail. Je ne voulais pas, absolument pas ramener le travail chez moi. Je l'ai fait une fois ou deux et ça a fait de mon espace de bien-être de chez moi où je me sens à l'aise. Ça a fait cet espace-là un espace de travail comme mon bureau actuellement. C'est quelque chose que je ne veux pas parce que du coup, je ne me sens pas chez moi. Je me sens au travail dans ce bureau. Nous ne vivons plus dans une société de la discipline où, finalement, l'injonction morale, c'est « tu dois », avec des devoirs et des interdits. Ça, c'était la société moderne. Eh bien, la société postmoderne dans laquelle on vit, c'est la société de la performance, où l'injonction morale, c'est « je peux, donc je dois ». Et du coup, il est extrêmement difficile de mettre des limites, de segmenter ses temps dans la journée, de s'arrêter de travailler. Et d'ailleurs, c'était un phénomène qui existait avant le télétravail, puisque le burn-out est vraiment le symptôme de cette société de la performance. Et bien maintenant, nous sommes, nous, chacun, petit sujet performant, petit travailleur performant, nous allons être notre propre contremaître qui nous dit « tu peux, donc tu dois » à la maison, sans qu'aucun garde-fou ne puisse exister. Au début, je me suis rendu compte qu'il y avait des journées que j'ai passé, je ne sais pas, 8 heures enfermée, sans bouger. J'étais choquée une fois que j'ai pris mon GSM, il a combien de pas j'ai fait. Mais c'est vrai qu'à la maison, je n'ai pas mon GSM avec moi, mais à 18h, j'avais 3 pas. Je me dis, non, c'est pas possible, je n'ai rien bougé. Mais ce n'est pas que je n'ai pas bougé non plus, mais à ce moment-là, maintenant, je fais l'effort d'aller au vélo à déposer ma fille à l'école. À midi, même faire une petite sortie dans les quartiers, peut-être parfois aller chercher à manger. Vu que je suis à temps partiel, je me rends compte que je dépasse. Je fais plus d'heures. Il y a quelque chose... vu qu'il n'y a pas de vraie coupure, je me rends compte que quand même, il y a un côté où je perds, où
où vu qu'on a beaucoup de travail, je perds souvent 1 heure, je fais 1 heure de plus. Ou en fait, ce que je fais beaucoup, c'est que ma pause déjeuner, je travaille en mangeant. Donc ça, je rajoute, quoi. Je termine mes semaines en ayant la nausée devant l'écran. Vraiment, physiquement, la nausée. D'où ces stratégies de... Si je vais déposer les enfants à l'école, je vais régulièrement courir juste après parce que je sais qu'en fait mes journées vont tellement vite s'enchaîner que si je me dis au milieu de la journée j'irai courir, je le ferai pas. Et c'est pas seulement courir pour maintenir la forme physique, c'est une course de survie en fait, d'espace d'oxygénation, de voir loin, bien plus loin que cet écran en fait. C'est pour ça que mon nid de l'espace de travail est un espace extrêmement privilégié parce que je sais que je peux porter mon regard. Je l'ai tout le temps porté sur l'écran, mais que je peux le porter à l'horizon. On va avoir besoin de tout ajuster. Les espaces de régulation, nous en avons parlé, les espaces qui permettent de faire dialoguer l'employeur et l'employé. Donc ça est à reconstruire. Les espaces d'intermédiation, on n'a pas évoqué, mais les aspects liés aux conditions de travail nécessitent complètement d'être repensés. On doit inventer une nouvelle ergonomie du travail. On le sait à quel point, depuis de nombreuses études montrent aujourd'hui à quel point l'aménagement, l'organisation du travail a un impact important sur la qualité du résultat produit du travail réalisé, mais aussi sur la santé des personnes qui réalisent ce travail. Donc tout ça, c'est un champ aussi important qui va subir d'importantes modifications. Ce n'est pas le télétravail qui révolutionne le monde du travail, mais c'est le télétravail qui nous donne une opportunité, une fenêtre, un espace pour nous permettre de repenser notre relation au travail et surtout de repenser la relation qui existe aujourd'hui entre la personne et celui qui lui donne à faire un travail.